La rencontre dénommée Semaine de la justice qui réunissait à Bamako les acteurs de la justice vient de s'achever. Occasion pour le garde des Sceaux de dresser devant les hommes des médias et la société civile le bilan de l'ensemble des activités de son département courant 2022. L'indépendance de la justice était aussi à l'ordre du jour. Des détails dans cette édition. Dans ce journal, nous parlerons également de la rencontre de sensibilisation organisée par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite et ses partenaires à l'endroit des agents et élus des collectivités territoriales du cercle de Kati. Il s'agit d'attirer leur attention sur les conséquences socio-économiques de la corruption et l'enrichissement illicite. Les 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Je vous l'annonçais dans les titres. La première de la semaine de la justice vient de prendre fin. C'est à travers un déjeuner de débat avec la société civile et la presse. Cette cérémonie a été mise à profit par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamadou Kassogué, de faire le bilan de l'ensemble des activités de son département courant 2022. Selon lui, la justice est au cœur de l'action de la refondation de notre pays avant de mettre les points sur les i s'agissant de l'indépendance de la justice. On en sait plus avec Adama Djimde. Ce déjeuner débat avec la presse et la société civile marque la fin des activités de la semaine de la justice. Une semaine qui a permis aux justiciables de mieux comprendre le fonctionnement et le rôle des différentes juridictions spécialisées et de certains services centraux du département de la justice. Après une semaine d'activités riche, intense et féconde, les objectifs assignés à la première édition ont été largement atteints. Nous pouvons attester que le bilan est élogieux. Si nous prenons comme baromètre d'évaluation les critères de participation, la qualité des thématiques abordées, l'affluence, l'engouement suscité, la satisfaction du public cible. Durant toute une semaine entière, la justice a été à l'honneur. Elle a permis de donner plus de visibilité et de lisibilité aux actions des institutions judiciaires, des services centraux de la justice et des ordres professionnels. Cette semaine a permis aux acteurs de la justice, magistrats, juges d'instruction, officiers de police judiciaire, avocats, notaires, d'être en contact permanent avec les citoyens. Cela pour comprendre davantage le rôle et le fonctionnement de la justice. Pour le ministre de la justice est au cœur de l'action de la refondation de notre pays, mais cette justice est souvent mal comprise. Dès l'entame de la transition, j'allais dire de la rectification de la transition, les plus hautes autorités de ce pays ont compris que la justice était un des piliers essentiels de la refondation de l'État. En ce sens que la justice est non seulement le socle de l'État de droit, mais aussi le dernier rempart pour les citoyens. Cet outil, il devait être au cœur du changement. Il devait être au cœur de la refondation. Et cela a été inspiré et renforcé par les Assises nationales de la refondation, dont les recommandations ont permis de démontrer qu'il y a une crise de confiance entre la justice et le peuple. Je suis heureux de confirmer avec vous aussi, devant le président de la Maison de la Presse, qu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons aucun journaliste en prison. Je puis aussi vous confirmer que nous n'avons aucun homme politique en prison pour ses opinions ou pour son positionnement. Ça n'existe pas. S'ils sont poursuivis ou en prison, c'est pour leur acte de gestion. Le garde des Sceaux dira que les acteurs de la justice, quel que soit leur statut, doivent être crédibles à tout point de vue. L'acteur de la justice, qu'il soit magistrat, avocat, notaire, huissier commissaire de justice, surveillant de prison, greffier, dans toutes ses composantes, doit incarner l'intégrité, la crédibilité, l'objectivité dans tout ce qu'il fait.
Ce déjeuner de presse a été une occasion de faire le bilan de l'ensemble des activités du département courant 2022. Au ministre de magnifier les efforts de la commission d'organisation, des directions centrales, des services assimilés pour la réussite totale de cette première édition de la Semaine de la Justice. Sur un tout autre plan, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite et ses partenaires sensibilisent des agents et élus des collectivités territoriales du cercle de Kati sur les conséquences socio-économiques de la corruption et l'enrichissement illicite. Suivons les temps forts de la cérémonie d'ouverture de cette session avec notre reporter Ibrahim Kaoukonate. Cette session de formation vise à former et sensibiliser une cinquantaine d'élus et agents des collectivités territoriales contre toute forme de corruption et enrichissement illicite. Et mise en œuvre par l'ONG GRACT sur financement du projet LUSEC. Un des axes majeurs de cette transition repose sur la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Donc il faut partager avec les acteurs des collectivités territoriales les instruments juridiques de lutte contre la corruption dans notre pays. Il faut partager avec les acteurs des collectivités territoriales et l'ensemble des mécanismes de contrôle, d'évaluation de l'action des collectivités territoriales pour que demain, malheureusement, pour ce qu'on ne veut pas voir, pour que demain, bien sûr, nos maires ne puissent pas séjourner en prison. Si on est vraiment édifié, sensibilisé, on peut éviter beaucoup d'erreurs parce que beaucoup tombent dans ça par méconnaissance. C'est une très bonne initiative de la part de l'OCLEI, de l'ONG GRAD et ses partenaires de vraiment sensibiliser, informer les élus locaux et nos agents, surtout nos agents qui sont vraiment pérennes et ils sont la mémoire des collectivités. L'OCLEI accorde une grande place à la prévention de la corruption et l'enrichissement illicite. Les élus sont les premiers partenaires concernés par la problématique du développement local. Il est donc nécessaire qu'ils soient davantage outillés pour appliquer les règles de bonne gouvernance, de transparence dans la gestion des ressources locales collectées et de celles déléguées à cet effet. Il s'agit, à travers cet atelier, d'échanger sur le cadre juridique de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, d'exposer les conséquences à tout point de vue néfastes pour les collectivités, de partager les expériences. À la fin de la formation, les élus et agents des collectivités territoriales seront mieux outillés sur les mécanismes du bon fonctionnement des collectivités dans la lutte contre ces phénomènes. Direction Koulikoro à présent, l'association des juristes maliennes planche sur le renforcement des capacités de ses membres en masculinité positive. L'objectif est de mieux outiller ces femmes de droit sur cette approche, nous dit Ousmane Koïta. Informer et sensibiliser davantage les membres de l'association des juristes maliennes AJM sur l'approche de masculinité positive afin qu'ils puissent être des ambassadeurs de cette lutte sur l'ensemble du territoire national. Tel est l'objectif de cet atelier de formation des formateurs dans la capitale de Méguétan. Les violences basées sur le genre et les violences faites aux femmes et aux filles sont en train aujourd'hui de gagner du terrain à travers le monde, pas au Mali seulement. Ça devient inquiétant. C'est pourquoi nous, en tant qu'organisation de défenseurs des droits de la femme et de l'enfant en général, nous nous sommes fixés pour objectif de combattre ces violences. Moi et les masculinités hégémoniques et secteurs d'intervention, ainsi que l'approche des masculinités positives dans la programmation sont entre autres modules qui seront développés durant ces 4 jours de formation. Après la formation, les membres de l'AJM vont faire des sensibilisations à travers le pays pour que tous les hommes qui sont déjà positifs et tous les hommes qui sont déjà positifs comprennent qu'ils sont positifs et ils peuvent être positifs. Donc ce n'est pas la peine que l'homme puisse sortir ses muscles, penser que c'est avec les muscles qu'on peut être homme, mais on peut être homme sans sortir les muscles, c'est ça, être positif. La thématique choisie pour cet atelier est très pertinente et interpelle nous les hommes particulièrement. N'oublions pas que la femme est notre mère, notre sœur, fille et plus notre partenaire de vie, notre épouse. Alors, le combat contre les violences basées sur le genre est notre combat, car l'homme et la femme sont complémentaires.
Cette activité de l'AGM s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Voix et Leadership des femmes au Mali, VLF Moussouya, financé par le gouvernement du Canada à travers son partenaire financier, les Affaires mondiales Canada. En 5e région, le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel vient de tenir la session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. Le but est d'informer les autorités et les populations bénéficiaires sur le projet, les objectifs visés et les modalités d'intervention. Aminata Touré pour les précisions. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel PCRSS Mali est un projet qui a pour zone cible la région du Liptako-Gourma, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, à travers une approche régionale soutenant des services socio-économiques intégrés, des moyens de subsistance et de développement territorial. Pour échanger sur sa mise en œuvre, les membres du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement se sont donné rendez-vous à Douanzan. Cette zone a été affectée ces dernières années par des conflits qui affectent dangereusement la survie dans toute la sous-région. Donc l'objectif du projet, c'est d'arriver à un relèvement, à une stabilisation de cette zone. Cette session a été mise à profit par les membres du CROCSAD pour informer les autorités régionales et les populations bénéficiaires sur le projet, les objectifs visés, les modalités d'intervention. L'objectif de ce présent projet est de contribuer au rétablissement des communautés dans les zones ciblées de la région du Liptako-Gourma, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, à travers une approche régionale en soutenant les services et les infrastructures socio-économiques intégrées, les moyens de subsistance, le développement territorial et les données régionales et de la coordination. Des questions et réponses ont permis aux participants d'être mieux édifiés sur l'impact du projet dans sa zone qui est la région du Liptako-Gourma. A signaler que le projet a vu le jour grâce à l'accompagnement de l'Association internationale de développement IDA. Restons dans la Venise malienne où le réseau des organisations de la formation professionnelle de Mopti en partenariat avec le FAFPA vient de procéder à la remise d'attestations et de kits matériels de transformation et de conservation à 90 femmes de Djéné et de Mopti. L'initiative vise à renforcer leur capacité opérationnelle dans ce domaine. Le commentaire est signé d'Aouda Diakité. Elles sont au total 90 femmes des différentes organisations féminines de Mopti et de Kéké dans le cercle de Djéné, a bénéficié d'une session de renforcement des capacités en matière de transformation et de conservation des céréales sèches et légumes couronnés d'une remise d'attestation. Ce projet de formation a été exécuté grâce au concours des formateurs expérimentés qui n'ont ménagé aucun effort pour un meilleur transfert de compétences. J'ose espérer que les matériels qui seront remis participeront du renforcement de la capacité technique des bénéficiaires et d'amorcer la compétitivité pour contribuer davantage à l'autonomisation financière et économique des femmes. À travers 2 séances de formation de 10 jours qui ont regroupé 50 femmes de Kéké dans le cercle de Djéné et 40 femmes de Mopti, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, en partenariat avec le Centre de formation multifonctionnelle de Mopti, vient de renforcer la capacité opérationnelle des bénéficiaires dans les activités génératrices de revenus et de résilience dans les zones en proie à l'insécurité. Je tiens à remercier très sincèrement l'État à travers les FAFPA. Malgré la situation sécuritaire qui se vit dans la zone, l'État note qu'à côté de la libération des zones, à côté de la lutte contre le terrorisme, la formation professionnelle des jeunes, l'occupation des jeunes et le travail des jeunes est une attente réelle qui est là. Les notions acquises et les kits en matériel vont insuffler désormais une nouvelle dynamique à la production locale des bénéficiaires de Djéné et de Mopti. De Mopti, partons à Caille pour la célébration de la Journée internationale des douanes. Au menu, une présentation sur le thème de la journée, à savoir accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la profession douanière. Les temps forts de cette journée, c'est avec Kansoutou Kanouté.
La direction régionale des douanes de Caille a célébré dans la simplicité ce jeudi la journée internationale de la douane. Une journée très spéciale cette année car elle coïncide avec le 70e anniversaire de l'OND, Organisation mondiale des douanes. C'est donc elle, et cela comme chaque année, a choisi le thème de cette journée, à savoir accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. C'est d'ailleurs autour de ce thème que le directeur régional des douanes de Caille, ses collègues, ses agents venus des différentes structures de la région douanière de Caille et des partenaires transitaires ont échangé pour une meilleure compréhension sur le slogan. Très bien formée cette nouvelle génération. Cela ne voudrait pas dire qu'elle n'a pas besoin de profiter de l'expérience de l'ancienne génération. Donc, pour profiter de l'ancienne génération, cela demande non seulement leur implication, mais aussi la bonne volonté de cette ancienne génération pour partager son savoir-faire, son savoir-être avec la nouvelle génération afin de pouvoir faire la fierté de cette profession qui est la profession douanière. Tous les jours, les services de douane se battent afin d'atteindre des objectifs qui sont d'ordre économique. La direction régionale de Caille a réalisé sur 48 milliards 351 millions, nous avons réalisé 56 milliards et plus, soit un taux de réalisation de 116%. Ça fait une fierté d'être en tout cas au rendez-vous du résultat qui est préalablement fixé par notre hiérarchie sous l'impulsion du gouvernement. Ça, c'est un élément de fierté. C'est au prix souvent de notre vie que nous arrivons à atteindre ces objectifs, surtout dans le contexte actuel. Nonobstant l'adversité, le banditisme, le terrorisme, les douaniers n'ont jamais baissé l'échine face à leur mission. Vivement la prochaine édition. Le village de Numsukala, dans la commune rurale de Kava, cercle de sang, a enregistré une avancée notable en matière d'assainissement et d'hygiène. La localité qui a adopté de bonnes pratiques en la matière a été certifiée comme le premier village sur 30 et a atteint le statut de fin de défécation à l'air libre. Cette approche d'assainissement total pilotée par la communauté appelée ATPC est une initiative de la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. Des détails avec Drissa Kone. Cette consécration de Numsukala est le résultat d'un concours initié par le programme Assainissement Total piloté par la communauté ATPC. Il devient ainsi le premier à éradiquer la défécation à l'air libre sur les 30 villages en liste dans les communes de Kava, Kasorola et Tourakolumba dans le cercle de sang. Je sens un sentiment de joie parce qu'au moins c'est un village de la commune de Kava qui fut certifié village, je dirais, propre, qui a honoré tout ce que la direction nationale de l'assainissement a demandé. C'est après avoir visité certaines des 90 nouvelles latrines réalisées et 20 autres réhabilitées que le certificat est décerné au chef du village de Numsukala. Ces villages s'étaient engagés à réaliser des latrines hygiéniques, fermer ces latrines, munir des latrines de matériel de lavage de mains, cendre ou savon et eau. Doter des enfants de moins de 5 ans de pots de défécation, instituer les journées de salubrité dans un délai raisonnable en respectant strictement les critères de l'approche ATPC. Aussi est-il besoin de noter que le processus de changement de comportement en matière d'hygiène et d'assainissement ne s'arrête pas à l'obtention du statut de fin de défécation à l'air libre. Il est indispensable d'inscrire ces bonnes actions dans un processus continu afin d'aboutir à l'objectif ultime d'assainissement total dans la région. Financé à hauteur de plus de 55 millions de francs CFA, le programme a bénéficié de l'appui de l'UNICEF et de la coopération autrichienne pour le développement. Retour à Bamako, la jeune chambre internationale a une nouvelle présidente. Elle se nomme Cissé Ramata Sountoura. Elle a été élue lors de la première assemblée de la première mandature de la jeune chambre internationale 2023. Notre reporter Bouakar Kanouté était présent à la cérémonie suivant son reportage. C'est sous le thème la GCI Bamako Elite, moteur du changement positif par le leadership et l'entrepreneuriat
que le décor de cette première assemblée de l'an 2023 est planté. La nouvelle présidente s'appelle Cissé Ramata Suntroa. Elle est consciente des défis qui l'attendent, notamment de booster davantage l'entrepreneuriat féminin. Le jeu en vaut la chandelle. Depuis la création, il y a 16 ans de la GCI Élite Bamako, 2 femmes ont présidé à sa destinée. Nous plaçons ce mandat sous le leadership féminin. Ça fait environ 16 ans que Bamako Élite existe. Et la première présidente, c'était en 2012. La deuxième présidente est ma personne. Le défi immédiat pour le mandat se trouve notamment au niveau du recrutement. Tous ceux qui entendent parler de la JCI Bamako Élite, qui est une organisation d'affaires, une organisation d'entrepreneurs, veulent venir à la JCI Bamako Élite, alors que ce n'est pas recommandé pour les universitaires, ceux qui ne sont pas entrepreneurs. Mais nous nous attelons quand même à amener le changement chez les universitaires et chez les sans-emploi afin de leur faire adhérer à l'entrepreneuriat, afin qu'on puisse diminuer le taux de chômage dans le pays. Le président du bureau sortant ainsi que le représentant du parrain saluent la clairvoyance, la détermination et la capacité de transcendance de la nouvelle présidente. Le principe sacro-saint au sein de la JCI, c'est un homme, un an, un mandat. Donc l'année mandat 2022 était sous ma signature et cette année, je suis ravi de voir ma grande sœur prendre les rênes de cette belle organisation. En termes de conseil, la première ressource, c'est ses membres. Parce que la plupart, 90% de nos partenaires sont dans l'organisation. Donc les 10% qui sont à chercher de gauche à droite, et ces 10% aussi, c'est ces membres qui peuvent apporter. Donc j'ai la ferme conviction qu'elle va faire une très belle mandature. Les membres de la nouvelle équipe ont été présentés au public et chacun d'entre eux s'engage à respecter la philosophie et la croyance de l'organisation. Fin de la session de formation sur l'entrepreneuriat et la création d'entreprises initiée par l'Union malienne des femmes voilées. La formation vise l'autonomisation de cette couche. Suivant le reportage de Boukari Koulibaly. Sur leur visage, on peut lire joie et satisfaction. Ce sont les membres de l'Union malienne des femmes voilées. Après 3 jours de formation sur l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, 30 de leurs membres reçoivent ainsi leur diplôme. Cette initiative de l'association entre dans le cadre des préparatifs de la journée des femmes voilées dénommée Hijab Day. Chaque année, nous organisons beaucoup d'activités. Parmi ces activités, notre activité phare, c'est l'Hijab Day. L'Hijab Day, c'est la célébration de la journée internationale des femmes voilées. Les thèmes retenus pour cette année, c'est l'entrepreneuriat au féminin. C'est dans le cadre de ces activités que nous avons organisé cette formation pour former les jeunes femmes voilées qui ont fini les écoles, qui n'ont pas de travail, à savoir comment créer les entreprises, à avoir les informations nécessaires avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de mentionner l'intérêt qu'elles ont eu à prendre part à cette session de renforcement des capacités avant de lancer cet appel. Nous avons acquis beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances à l'issue de cette formation. À toutes les autres femmes qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir que maintenant, ce n'est pas facile d'avoir du travail, mais si on décide de mettre nos idées en œuvre, ça peut faciliter beaucoup de choses pour nous, mais surtout pour le développement du pays. La présente session de formation a été rendue possible grâce au concours des départements en charge de l'entrepreneuriat national, des affaires religieuses ainsi que de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.